Alors, cher Manon, je vous invite dans ma cuisine. Alors là, on a tous les ustensiles là. Et quand on a fait, par exemple, une bonne cuisine, c'est elle qui s'occupe Avec un bon vin. Avec un bon, voilà. Alors, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse aujourd'hui? Alors, faisons un mets typiquement haïtien, Un mets typiquement haïtien. mais végétarien pour moi. Donc, j'allais Oui, dire oui, du porc végétarien. à l'aubergine, mais Non. le mot porc ne marche pas. Et je vais faire une sorte de ratatouille, mais sans viande, à l'aubergine. Ah, ça, j'aime ça. Je sais pas si On tu- parle. J'aime l'aubergine. J'adore l'aubergine. Alors, t'adores l'aubergine? J'adore l'aubergine. Quand c'est bien apprêté. Oui, ça, je le fais à la manière haïtienne qu'on appelle bérigène. Tout fait bérigène. On peut dire aubergine à l'étouffée. Mais en créole, c'est tout fait bérigène. Mais tout fadou, comme ils disent dans le sud de la France. Voilà. Mais tout fadou. Voilà. Alors, on va prendre là. Est-ce que tout le monde. Ah oui, ils ont mis les ustensiles ici. À chaque fois, ils changent. Alors, on met les ustensiles ici, on place. Et alors, tu prends l'oignon là? Celui-là? Oui. Ou on le met ça. rouge? Le rouge, Ah, le surtout rouge. le rouge. On met, Voilà. non, verse là. Ah, Oui, c'est généreux. On met de l'huile. Je sais que tu as peur de l'huile, mais on met. J'adore lui. Italie. 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 Alors, on met ça, on va prendre l'aubergine. Tu épluches-moi cette aubergine-là. Oh là là, avec ce couteau-là ou celui-là? Non, c'est pas avec un couteau, parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Ah. Je prends avec un petit appareil là. Ah, d'accord, C'est ce truc-là. Oui, C'est économe. pendant que je fais avec mes Voilà. carottes, on met ça. On va mettre ça ici pour réchauffer. Bon, alors, et puis après, on va le sortir. Naturellement, ça va être un plat mieux fait qui va être sorti, parce qu'il faut tricher. Comme chez Ricardo. Merci. Ici, on est pas loin de l'université de Sherbrooke, mais en même temps, on est au cœur du Vieux-Longueuil. Fait que les gens peuvent venir avec leur poussette. Ils viennent même en fauteuil roulant, là, tu sais, les petits autobus. Enfin, il y en a pour vraiment tous les goûts dans cette librairie-là, tous les publics. Ça ici, ben, c'est une invitation au voyage. Wow. Comme tu vois, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Les libraires choisissent des livres qu'ils mettent en valeur pour nous faire. Donc, c'est les coups de cœur, comme ils disent. certains Donc, coups de cœur. on y est déjà, hein, parce que ce genre d'émission, c'est pas très professionnel. Il y a un côté artisanat qu'on aime bien. Et c'est comme faire de la cuisine pour les nuls. Ou encore faire des livres de dessin quand on ne sait pas dessiner trop. Donc pour moi, j'avance de plus en plus dans cette direction. La direction des choses manuelles, dans la direction des failles, des hésitations, des doutes. Et ça fait vieux, hein, Manon? Non, mais écoute, ça me rejoint que tu parles des failles. Tu sais pourquoi? Parce que quand je parle de toi à quelqu'un de l'extérieur, je dis toujours, cet homme, il nous regarde, puis tout ce qu'on veut cacher, la faille en nous, c'est comme si c'est ça qu'il voyait et qu'il nous disait, c'est ce que j'apprécie en toi, ne te cache pas. Alors, je te le dis comme je le pense, Oui, la oui. faille, tu vois, ça me rejoint. Mais je suis dans cette faille-là en ce moment, pour moi-même. Pour moi-même. Moi, j'ai grand plaisir à te rencontrer, à chaque fois. Parce qu'il y a un enthousiasme qui n'empêche pas l'érudition chez toi que j'aime beaucoup. Et je crois que la librairie, qu'elle soit, est entre de bonnes mains quand tu es présente dans la librairie, que ce soit dans la librairie francophone, une émission de radio internationale, dans la francophonie, que ce soit dans la librairie à lire de Longueuil où tu es depuis. Oh mon Dieu, depuis 1987, mais ici, dans ce local, depuis 2002.
Voilà. 2002. Et Donc je depuis suis... 1987, c'est ça, c'est la même librairie, c'est la librairie à lire. C'est la librairie à lire, Ah oui. dont je suis copropriétaire depuis 1998. D'ailleurs, j'ai reçu des parts en cadeau de mariage. C'est une histoire d'amour. Ah, c'est une histoire d'amour, mais c'est magnifique. Comme, alors, j'ai grand plaisir d'être avec toi, tout à côté, et pour humer, disons, l'odeur de cette librairie, parce que comme la cuisine, la librairie où l'on cuisine aussi avec l'alphabet, et a son odeur, c'est une odeur de bois, c'est une odeur, on respire bien ici, même la sonorité de l'espace, on a l'impression que les sons ne sont pas assourdis, que tout circule à merveille. Il y a une grande circulation dans cette librairie que j'aime, et j'imagine c'est à ton image. Oh mon Dieu! Écoute, je ne suis pas certaine que je mérite ces beaux éloges-là, mais ce que je peux te dire, c'est que c'est à l'image de l'équipe, parce que la vraie âme de la librairie à lire, c'est sa clientèle et c'est son équipe aussi. C'est vraiment une force vive, là. Tous les libraires qui travaillent ici, tous les employés font de la librairie ce qu'elle est. Bien sûr, tu as une métaphore de cette équipe-là. Quand je dis toi, je dis aussi tous ceux qui font cela. Les lecteurs et même ceux qui ne lisent pas, mais qui envoient des lecteurs. Oui. En disant, vas-y, tu peux acheter, je te permets d'acheter des livres, de dépenser. Tout ça fait partie de la librairie. Et là, je vois aussi que tu as des livres. Ah, écoute, j'avais vraiment très envie de te parler de l'apparition du chevreuil. Je ne sais pas si tu connais bien Élise Turcotte. Très bien, oui. Qui est aussi une poète, qui est une autrice absolument formidable. C'est le dernier livre que j'ai lu. Et tu vas voir, Dani, j'en parle pas bien parce que ce livre-là me bouleverse à un point tel, je te dis, il me hante, il m'obsède. Et même si je n'arriverai pas bien à t'en parler, j'ai besoin de le faire, peut-être pour essayer de mieux comprendre. C'est l'histoire, en fait, d'une écrivaine qui s'en va dans un chalet isolé parce qu'elle fuit en quelque sorte quelqu'un qui la harcèle sur les médias sociaux. Mais ça, c'est vraiment ce que je te raconte là, c'est un point de départ qui est très, très, très anecdotique. Parce que le vrai sujet, selon moi, de ce livre-là, c'est la peur, c'est la colère, mais c'est surtout le courage. En fait, c'est la parole des femmes qu'on veut contrôler, qu'on veut non seulement contrôler, mais qu'on voudrait faire taire aussi. Et cette écrivaine-là, appuyée par une psychanalyste qui intervient dans le livre, une psychologue, en fait, elle refuse de se taire et elle va combattre. C'est magnifique, mais ce qui fait pour moi la vraie force, ce qui fait que ce livre-là est un chef-d'œuvre, c'est que Élise Turcotte, elle a dépassé, tu vois, justement, je disais l'anecdote tantôt, elle a dépassé le plan linéaire. Elle utilise des métaphores très psychanalytiques. Elle crée un climat absolument anxiogène et onirique. Et c'est son écriture, c'est la beauté, justement, de cette écriture-là qui font de cette œuvre ce qu'elle est. Elle a sublimé le réel. Puis c'est drôle parce que j'ai lu récemment un article de Enlon et Carlyle, qui sont des chercheurs britanniques qui écrivent en culture santé. Et eux, ils disaient, on arrive maintenant là, dans la 5e phase de la santé publique. Et ça, c'était bien avant la pandémie. Ils ont écrit ça, je crois que c'était en 2015. Et ils disent qu'on va avoir besoin de se créer des nouveaux mythes, un nouvel imaginaire, ou à défaut de prendre les vieux mythes, mais leur trouver des nouvelles forces, des nouvelles fonctions. On va avoir besoin de développer toute notre empathie et notre créativité pour pouvoir justement arriver à affronter et changer les paradigmes. Et ça me fait penser à ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais de l'écriture comme ça qui peut transformer le réel. Je pense qu'elle a atteint un point de non-retour. Les écrivains, à un moment donné, ils arrivent à un point où tout ce qui reste devant eux, c'est l'immensité des choses. Et Élise Turcotte est arrivée dans son œuvre, qu'elle a travaillé de façon vraiment comme un métier à tisser, avec tellement de minutie, en même temps aussi d'intrépidité, et qu'elle est arrivée à ce point de retour. Elle a sa grande vitesse. Elle a sa grande vitesse. Tu sais que c'est la première romancière que j'ai rencontrée, poète, en arrivant au Québec. C'est vrai? Oui, oui. Je ne voulais rencontrer personne parce que j'écrivais comme ça un peu, avec la grande ambition de tout jeune écrivain.
et nouvel écrivain, et je n'allais pas fréquenter les salons ni les 5 à 7 de lancement de livres. Et puis un jour comme ça, je passais sur la route de Saint-Denis, je suis rentré quelque part où il y avait un lancement de livres, et j'ai vu cette jeune femme qui ressemblait à mes yeux à une vendeuse de Eton. C'est-à-dire, elle était tellement abordable, elle était tellement gaie, tellement simple, qu'elle n'avait rien de l'image que je me faisais de la romancière, de la poétesse à l'époque, qui avait un certain renom déjà. Je pense qu'elle avait déjà publié, ou elle publiait ce jour-là, Un navire de guerre, et un de ses premiers livres. Et elle était là, elle était si affable avec moi, si gaie, si drôle. Elle me donne, qui me tue, me fait cette impression-là, qu'on n'était plus dans ce champ un peu mystérieux avec des gens qui font de la cuisine des fois comme quelque chose de l'ordre de l'alchimie. On était vraiment dans le contact direct. À tout moment, je pensais qu'elle s'apprêtait à me vendre quelque chose à Eton, et ça m'a fait tellement plaisir. Je me suis dit, mais ils sont fréquentables. Mais qui eût cru que je fréquenterais aujourd'hui un académicien quand même? Hein, tu sais, cet acabit-là quand même, Danny. Ben, est-ce qu'il ressemble à un vendeur de Eton, j'espère? Quelqu'un qui rend la chose possible. Oui. Qui fait des ponts, hein? Qui fait des ponts, j'espère. J'espère. Tu as un autre livre. J'ai un autre livre dont j'aimerais beaucoup te parler qui s'appelle Un beau désastre. Christine Eddy, en fait, c'est une autrice qui, on dirait qu'elle se spécialise dans les romans qui nous font du bien. Puis tu sais, avec cette maudite pandémie-là, moi, j'avais un peu perdu, non pas le goût de la lecture, je l'avais toujours, mais j'avais perdu la capacité de me concentrer pour lire. Il y a des gens qui faisaient du pain, qui lisaient des Proust en entier, mais moi, je faisais partie de ceux qui se roulaient en petite boule. Et le premier livre que je suis arrivée à lire et qui me sortit de mon marasme, si tu veux, c'est Un beau désastre de Christine Eddy. En fait, ça raconte la rédemption par l'art, ce livre-là. La rédemption sociale. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est élevé par sa tante. Ce sont des gens de très, très simples. Ils viennent d'un faubourg à Québec, là, où ils n'ont pas été chanceux. Mais la tante l'élève du mieux qu'elle le peut. C'est un garçon très singulier, jusqu'au jour où ce garçon-là va découvrir qu'il a le même talent que toi, c'est-à-dire qu'il sait dessiner. Et là, il va dessiner, lui, non pas des livres, mais il va dessiner sur des murs, à l'extérieur, sur des clôtures, sur des maisons. Il va changer le décor des gens de ce faubourg triste et presque misérable, si tu veux, et il va leur redonner la fierté. C'est une espèce de, comment dire, de projet interculturel, hein? Parce que pour moi, l'interculturalité, l'interculturalisme, c'est pas juste les gens qui viennent de l'extérieur, c'est les riches avec les pauvres, les jeunes avec les vieux, enfin, c'est la vie. C'est la vie. Et c'est un projet rassembleur, et Christine Eddy a la façon de nous présenter ça, c'est écrit avec tellement de bienveillance, je dirais. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Elle use de bienveillance, tu vois, pour parler à son lecteur, mais pour parler de ses personnages aussi. On sent qu'elle porte sur eux un regard tout à fait empreint d'empathie, de sympathie même. Et, en tout cas, je te le recommande. Pour les jours de blues, là, ça fait un beau mon cœur. C'est vrai que les mots, à un moment donné, peuvent nous faire sortir du lit. Ils ont l'air comme ça, un peu abstraits, mais rien n'est plus concret qu'une phrase qui nous touche. Et on est toujours un peu impressionné par ça. On croit, oui, non, là où je suis tellement dans le fond du puits, et il n'y a rien qui pourrait. Et surtout quand on vient de nous dire que c'est quelque chose de concret qui nous a atteint, une maladie quelconque, ça prend un médecin, ça prend une salle d'opération, ça prend des choses excessivement concrètes. C'est pas des mots qui vont. Et puis brusquement, on touche, on sort un livre, on commence à lire, et on part, et puis ce livre nous fait accepter qu'il y a d'abord la fatalité de la vie, qui est la mort, et la fatalité de vivre, qui est de se mettre debout. C'est quelque chose, hein, et que les mots apportent à la fois cela. Je me souviens d'ailleurs de Suran qui disait, et malgré les millénaires, la mort est une chose si étrange qu'elle garde encore toute sa fraîcheur. Elle nous étonne encore, et c'est par cette chose-là même qu'on prend vie. Suffit, hein? Certaines personnes disent que c'est la mort qui donne sa valeur à la vie.
Absolument. Donc, quand on prend des livres comme ça qui nous disent que on peut vous réveiller là où ça vous a blessé, et comme ce livre Christine Eddy. de Christine Eddy ou de Lise Ticotte qui s'opposent à se ressembler. Oui, tout à fait. Et c'est ça. Oui, tout à fait. Ben, ça peut aussi faire les livres, ça peut ressusciter les morts dans une certaine mesure. Moi, quand je lis des livres d'un écrivain que j'adore, que sa grand-mère est morte, j'ai l'impression que je la connais, qu'elle est ressuscitée, qu'elle est là, tu vois. Et il y a quelque chose de très vivant. C'est une main tendue à travers presque... Absolument. Un livre, par exemple, mais ici, il y a 25 000 titres, m'a-t-on dit. Là-dedans, de tous les écrivains qui ont là, 70%, à peu près, ou 60% sont déjà morts. C'est souvent des morts qui nous parlent. Donc, sont-ils morts s'ils nous parlent? Et peut-être qu'ils sont plus en vie que nous, parce que non seulement ils nous parlent, mais nous les écoutons. Et nous les lisons attentivement, ce que nous ne faisons pas forcément pour tous les contemporains. Même notre maman, quand il nous écrit une lettre. Et donc, si les morts sont plus vivants que nous, ça pose la question sur la mort. Et la littérature y répond avec enthousiasme. Vous êtes vivant. Nous sommes vivants. Merci. Merci. Ah, je suis très content de venir chez toi et que dans cette grande librairie de 25 000 titres, et je suis très content surtout que tu aies la bonne intelligence d'aborder de livres. Sorti de mon corps pendant quelques minutes, d'être sorti de tout ça, d'être ressuscité. Quand il y aura des librairies, des livres, des amis pour en parler, ils ne nous auront pas. Ah. Je suis Manon Trépanier de la librairie à lire à Longueuil. Je voudrais ne pas écrire en touche aussi discontinue. Avoir comme d'autres un pouvoir, chevaucher le flot des mots, capturer des histoires dans une contrée sauvage ou avoir de calmes certitudes comme Aaron à la veste rustique. Mais ce que je suis m'en empêche. Femme en lutte avec la langue, confrontée au plein et au vide chaque minute, en déséquilibre sur la cime des phrases. La voix qui ordonne de sauter est celle de la doxa littéraire, le grand thème, la raison, l'unification, le grand roman américain. Mais la mythologie que je crée n'est pas visible à l'œil nu. Je ne me réconcilie pas. Mes pensées sont fielleuses, et même ce genre littéraire a déjà été conquis. Le temps aussi me trahit, lui qui me découpe en morceaux de chair fanée. Celles-là, les écorces de mon corps, les calures de ma résistance, je les balancerais dans le feu si je pouvais.